Lundi 25 septembre, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode de F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon avec un C. Pour vous aujourd'hui, retour sur le week-end de course en direct du Japon sur le circuit de Suzuka. On fait un retour sur la journée de samedi, les qualifications ainsi que la course du dimanche, les réponses aux questions des membres F1 Podcast que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger et notre adresse courriel F1podcast en un mot à commercial@gmail.com. Et pour débuter, l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de FSR Team, la Friend Sim Racing qui lançait sa saison la semaine dernière avec enlevé de rideau, Mathieu Dion qui a fait une démonstration de tout son talent en signant 2 victoires et 2 tours le plus rapide dans la division Académie, suivi par son coéquipier Jean Sarrazin qui a aussi décroché 2 podiums. Plus tard dans la semaine, c'était au tour de la division 4 et à Étienne Durand de prendre le flambeau, lui qui a décroché une victoire en sprint et une 3e position dans la course marathon. Frédéric Lavoie, aussi un pilote FSR, a eu le tour le plus rapide. Dans la division 2, c'est Steve Morin qui a remporté la course sprint. F1 Podcast aimerait féliciter l'écurie pour son départ canon, ainsi que Mathieu Dion qui a décroché le titre d'étoile de la semaine. Suivez l'action de la FSR Team qui reprendra l'action sur la chaîne YouTube du GTCQ TV dès mercredi. Soyez au rendez-vous. Dans l'actualité, eh bien, comme on en discutait lors du podcast de vendredi, comme quoi c'était pratiquement fait pour Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda pour l'écurie AlphaTauri en 2024, eh bien, il suffisait d'attendre quelques minutes après l'enregistrement du podcast. La nouvelle a été confirmée, comme quoi les 2 pilotes seront de retour. Certains d'entre vous étaient très déçus d'apprendre la nouvelle pour le jeune Liam Lawson, car lui, il a très bien fait depuis qu'il a été appelé en remplacement du pilote australien Daniel Ricciardo. On est un peu déçus pour lui, mais il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. C'est pas complètement perdu pour du côté du néo-zélandais, parce qu'on aurait eu la certitude qu'il serait un pilote de réserve pour 2024, mais aussi il aurait eu la promesse comme quoi il aurait un volant dès 2025 dans l'écurie, soit Red Bull ou AlphaTauri. Donc, c'est des bonnes nouvelles, mais il y a aussi le fait que Christian Horner a mentionné là, que on le sait tous, ça va pas très bien pour Sergio Perez, mais il aurait mentionné que présentement, celui qui est le plus en danger dans l'écurie, c'est lui. Oui, on sait, son contrat se termine à la fin de la saison 2025, mais c'est à se questionner, est-ce qu'il va se rendre jusque-là, ou on va plutôt favoriser de dire, on va mettre Daniel Ricciardo à la place de Perez aux côtés de Max Verstappen et on va donner le siège à Lawson et Tsunoda dès la saison prochaine. Donc ça reste à surveiller si Perez n'est pas capable de reprendre les performances et de rattraper, et surtout s'il ne termine pas 2e au championnat, ça pourrait être catastrophique, puis on pourrait bien voir Lawson prendre sa place en Formule 1 plus tôt que prévu. Pour le reste, dans l'actualité, eh bien, du côté de la 11e écurie pour l'expansion, là, vous savez, on en parle beaucoup au cours des dernières semaines, derniers mois, comme quoi il y a eu des candidatures qui ont été données à la FIA pour une nouvelle écurie en 2026. Il y en avait 4 qui avaient été retenues et il n'en reste plus qu'une. Eh bien, c'est celle de Andretti Global. Oui, on a changé de nom dernièrement. On est rendu avec un nom de compagnie de téléphone. Eh bien, Andretti Global serait la seule écurie en liste toujours dans l'étude pour obtenir une place sur la grille en 2026. Donc, c'est intéressant, mais il reste encore la Formule 1 à accepter. On avait des dirigeants d'écurie à Singapour qui se sont prononcés. Ils ont dit, le 200 millions qu'on demande, c'est pas intéressant. On n'a rien à gagner à emmener Andretti, même s'il arrive avec le groupe General Motors sous la bannière Cadillac. Ça nous intéresse pas pour l'instant. On veut plus que ça. Là, je vous cacherai pas que ça fait partie des tactiques de négociation. On dit un peu, oh, je suis pas intéressé, je te veux pas. Mais si Andretti vient bonifier l'offre et pige l'argent, met l'argent dans la main dans ses poches pour piger un peu plus d'argent, et General Motors dit, OK, on va t'aider, on va en donner un peu plus. Mais là, je suis certain qu'on pourrait être plus flexible du côté des 10 dirigeants des écuries, parce que c'est la Formule 1 qui a le dernier mot. La FIA est allée de l'avant, on a décidé de lancer un processus d'expansion, mais quand même qu'on arrive à dire, c'est beau, nous Andretti, ça nous intéresse, il faut quand même que les 10 dirigeants ainsi que la Formule 1 donnent son droit de veto. Donc à ce moment-là, c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton, comme on dit, donc ça reste à voir. Mais encore là, c'est des tactiques de négociation. On est tout à l'argent dans ces paddocks-là, donc plus que Andretti va être capable de mettre de l'argent sur la table, plus qu'il y en a certains au travers des 10 qui risquent de dire, ben là, moi, ça commence à m'intéresser. Je suis capable d'avoir une partie de cette tarte-là. J'aimerais ça que Andretti rentre en Formule 1. Préparez-vous là une annonce. On vous avait mentionné là, pour du côté de Yuki Tsunoda que ça devrait se passer au Japon. Là. Vous savez, on avait dit ça au cours des dernières semaines. On devrait confirmer au Japon. Mais selon moi,
l'annonce d'Andretti qui se fait tarder, si on en a pour en avoir une, si on va de l'avant puis on décide de les mettre pour 2026, surveillez les Grands Prix aux États-Unis. Est-ce que ça va être du côté de Austin qu'on va dire voici une nouvelle écurie américaine, on va vouloir faire une grande annonce, ou ça sera plutôt du côté de Las Vegas qu'on va vouloir arriver avec la grosse annonce de la 26e écurie, une écurie américaine, celle du légendaire Michael Andretti. Donc, à surveiller, selon moi, l'annonce pourrait se tourner aux alentours de là. Un sujet qui a retenu encore l'attention lors du week-end, eh bien, c'est la non-pénalité de Max Verstappen par les commissaires à Singapour. Eh bien, les commissaires ont avoué qu'ils avaient fait une erreur, ce qu'on pensait pas mal tout. On avait tout vu que c'était très discutable. Pourquoi on n'avait pas donné de pénalité? Ben là, on s'en est dit que ça ne sera pas utilisé comme exemple. Donc, il n'y aura pas de jurisprudence avec cette pénalité-là, de dire, ça, c'était pas une pénalité, fait que les prochaines, on les donnera pas. On a admis qu'on a fait une erreur du côté des commissaires. Ce qui a donné un élan à Lewis Hamilton de dire, j'aimerais bien voir l'intelligence artificielle, voir ce qu'on aurait fait à la place. Donc, remplacer les commissaires par de l'intelligence artificielle. Donc, lui, il n'était pas trop content. Il n'achetait pas non plus la réponse des commissaires qui se sont trompés, qui ont fait une erreur, même si ça ne le concernait pas du tout, parce qu'il n'a pas été pénalisé par Max Verstappen lors de la séance de qualification à Singapour. C'est plutôt Yuki Tsunoda qui avait été pénalisé. Mais c'est ça. Ce ne sera pas jurisprudence, donc il n'y en aura pas d'autres. On ne prendra pas ça comme exemple pour les prochaines pénalités dans l'avenir de la Formule 1. On a fait une erreur, on passe le balai, c'est malheureux ce qui est arrivé, mais ça ne devrait plus se reproduire. On le sait là, ça a donné le droit de penser, c'est juste Verstappen, mais on en a sorti plusieurs cas au cours de la fin de semaine, autant du côté de F1 TV que du côté de Sky Sports, de dire comme quoi qu'il y a eu plusieurs zones grises dans les règlements et c'est arrivé plusieurs fois qu'on a été très flexible sur les règlements. On pense au Ferrari à Monza, on pense de la collision entre les deux Mercedes pendant une séance de qualification. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises où il y en a eu des situations où on aurait pu sévir et on n'a pas sévi. Comme j'ai dit la semaine dernière, je pense que souvent, on y va avec le nom du pilote ou la couleur de la voiture. Ici, on essaie vraiment de naviguer autour de ça pour avoir un peu un livre de règlement à 2 standards, donc c'est ce qu'on devra corriger. Donc, mais au moins, on a admis l'erreur. On a déjà vu par le passé qu'on n'admet pas nos erreurs, mais là, cette fois-ci, ça a été fait. L'autre nouvelle aussi, c'est pour le championnat des destructeurs. On a mis ça sur notre page Facebook, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Donc, c'est qui domine ce championnat-là, qui a coûté le plus cher à leurs écuries. Eh bien, c'est sans surprise que c'est Logan Sargent qui a coûté le plus cher, au-dessus de 2 millions de dollars, pratiquement 3 millions qui a déjà coûté à l'écurie Williams avec ses dommages. Deuxième, c'est Lance Stroll qui apparaît là aussi. C'est sûr, ça a été comptabilisé après Singapour. Donc, juste l'accident à Singapour, ça a coûté un bras et une jambe, certainement, à l'écurie Aston Martin. Donc, il a été comptabilisé là-dedans. Donc, il arrive au 2e rang. Et 3e rang, c'est peut-être la surprise, c'est Sergio Perez. Donc, Sergio Perez n'est pas seulement 2e au championnat des pilotes, mais il est 3e au championnat des destructeurs, mais il était 2e avant la grosse accident de Stroll de la semaine dernière à Singapour. Donc, Perez qui a eu plusieurs malchances. On se rappellera Monaco qui a fracassé sa voiture. Il y a aussi eu en Australie lors des séances de qualification. Il y a aussi eu le vendredi après-midi à Monza. Il est allé frapper la barrière. Donc, il y a eu plusieurs petites malchances, des excursions hors piste qui ont coûté de l'argent à Red Bull. Donc, il se retrouve au 3e rang. Si vous voulez voir les autres, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Le palmarès est là. Celui qui a coûté le moins cher à son écurie, c'est Max Verstappen. C'est bien entendu, quand tu roules à l'avant et tu es autant dominant, c'est plus dur de rentrer dans quelqu'un, d'avoir des collisions. Mais tout de même, il n'en a pas fait. Il n'y a pas eu de perte de contrôle pour l'instant. Il a été le plus constant depuis déjà les 3 dernières saisons en Formule 1. C'est lui qui est le plus constant. Donc, c'est lui qui a coûté le moins cher à son écurie. C'est ce qui complète l'actualité pour cette semaine. Maintenant, passons à la journée de samedi en direct de Suzuka. Séance de qualification sur le magnifique circuit de Suzuka. Un circuit qui fait vraiment appel au talent de pilotage de chaque pilote. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Surtout en qualification, on peut vraiment mesurer qui est capable d'aller chercher des petits détails, d'être capable de vraiment perfectionner son tour. Oui, bien sûr, il y a toujours la voiture qui rentre en ligne de compte. Ça compte pour quelque chose en Formule 1. Mais c'est aussi un circuit qui est donné aux pilotes. Donc, si on est capable vraiment d'aller chercher le maximum de la voiture, ça va paraître. Parlez-en à Max Verstappen qui a signé
probablement l'un des meilleurs tours de qualification dans l'histoire de la Formule 1. Karun Chandhok, qui était sur le réseau Sky Sport, disait que lui, personnellement, il n'a jamais vu un tour aussi dominant que ça. C'était un tour qui lui, il l'a appelé frôler la perfection, parce qu'il y a toujours le tour parfait, c'est toujours ce qu'on recherche dans la course automobile, mais il y a toujours des petits détails qu'on peut dire qu'on a améliorés, mais lui, il le qualifiait de pratiquement parfait, parce qu'il dit, je sais même pas où pointer, où il y aurait eu une erreur de Max Verstappen, il a vraiment été chercher le maximum, il y a même eu une différence, là, qu'on a pu constater sur les forces G, là. Les pilotes allaient chercher environ 4 forces et demie de G, là, 4.5 G, donc 4 fois et demi le poids de son corps qui l'écrase dans son banc, dans certains virages, mais Max Verstappen a dépassé le 5 G, donc ça montre à quel point il était capable, il avait de l'adhérence, il était capable d'apporter cette vitesse-là en virage, donc c'était vraiment impressionnant à voir. Si vous ne l'avez pas vu, ce tour de qualification-là, je vous invite à aller le revoir, là. C'est facilement accessible sur les réseaux sociaux, c'était tout un temps de qualification. Vous êtes capable de le regarder de l'intérieur de la voiture, vous pouvez même admirer, regardez pas la route, juste les mains de Verstappen, juste voir sur le volant les gestes qu'il fait, comment c'est des petits gestes, des petites corrections. Il n'y a pratiquement pas de mouvement dans le volant. C'est vraiment là, toutes les fois qu'il bouge, c'est pour placer la voiture, mais il positionne toujours la voiture exactement où il la veut. Il y a des petites corrections qui se font à l'entrée de virage, parce que ça vient avec son style de conduite. Il génère beaucoup, il apporte beaucoup de vitesse en virage et fait les corrections par après. Mais c'était très intéressant, là. Je l'ai regardé à plusieurs reprises pour aller voir là, juste sur ses mains à quel point que le travail, là, c'est vraiment un talent. Là. Pour les gens qui parlent, c'est juste la voiture, c'est juste la voiture. Regardez le travail qu'un pilote peut faire, la différence entre justement un pilote comme Max Verstappen comparé à ce que Sergio Perez faisait à l'intérieur de sa voiture. On l'avait mentionné, Suzuka, un circuit de pilotage, mais aussi un circuit à virage rapide, donc pas la force de Sergio Perez. Il l'a vu là, il était très très loin derrière son coéquipier. Il y a même une image qu'on a pu mettre sur la F1 Podcast, vous avez été nombreux à la voir, c'est la distance entre la voiture numéro 1 qui a signé la pole, celle de Verstappen, versus toutes les autres voitures. Ça a été le plus grand écart sur le circuit de Suzuka depuis Michael Schumacher en 2004. Donc, vous pouvez aller voir, c'est assez hallucinant quand on le voit physiquement, c'était quoi la distance, de dire que même les Mercedes étaient à plus d'une seconde de Verstappen, on les voyait même pas dans le décor sur cette photo-là, ils pouvaient même pas être proches. Donc, il y a une grosse différence. C'était tout un tour. Vraiment, il a démontré tout son talent. On sait, il avait quelque chose à se pardonner à lui-même et il voulait montrer que Red Bull était pour vrai, que c'était pas une question d'aileron, de stratégie, de tricherie que les gens aiment beaucoup mentionner. C'était vraiment un mauvais week-end, comme certaines écuries n'en connaissent plusieurs dans une saison, mais Red Bull nous ont tellement habitués à des standards hauts que lorsqu'ils échappent quelque chose, ben, ça donne la place à certaines personnes qui attendaient depuis des années de « haha, c'était à cause de ça ». Eh bien là, c'est ça. On a essayé de prendre cette occasion-là pour dire quelque chose, mais finalement, ça a été vite. Verstappen aussi a eu des mots assez durs pour les personnes qui sont ses détracteurs ou qui ont voulu mentionner des choses sur lui ou sur l'écurie. Donc, il a été assez dur tout au long du week-end. La bonne nouvelle, c'est que oui, Verstappen signe encore une pole position, mais la vraie bonne nouvelle, c'est Oscar Piastri qui est deuxième. La jeune recrue qui venait de signer un nouveau contrat, c'était encore tout frais, l'encre avait à peine séché, qui là nous démontrait que McLaren a très très bien fait de sécuriser probablement le meilleur duo de pilotes à aller jusqu'à, encore je pense, je reviens toujours à ça, mais c'est la fin 2024 pour Norris. Donc au moins jusqu'à la fin 2024, on a probablement le meilleur duo de pilotes en Formule 1. Alors Piastri signait le deuxième temps devant son coéquipier Lando Norris. Piastri n'avait pas toutes les améliorations de McLaren au dernier week-end. Là, il les avait. Il a vraiment montré ce qu'il savait faire avec ça. Il a signé un très très bon temps. Donc, c'est lui qui s'élançait derrière Verstappen pour dimanche. Leclerc, quatrième. Perez, on l'a dit, cinquième. C'est le meilleur que Perez pouvait faire. Moi, je suis satisfait avec ça parce que, oui, la distance est énorme entre lui et Verstappen, mais sur un circuit comme ça, je ne le voyais pas être capable d'être plus loin, d'être plus proche que cinquième ou plus loin, mettez-le comme vous voulez. Mais pour moi, c'était le maximum qu'il pouvait faire. J'en avais parlé dans l'épisode de vendredi. Si Perez est cinquième, c'est mission accomplie. Donc, mission accomplie pour Sergio Perez. Ensuite, derrière lui, c'était Carlos Sainz sur sa Ferrari, lui qui sort d'une super victoire à Singapour. Hamilton, septième. Ensuite, Russell derrière lui, huitième. Ça aussi, on en a parlé. On disait... Mercedes, on est la deuxième écurie au championnat, mais est-ce qu'on est vraiment la deuxième écurie week-end après week-end? Non, on ne l'est pas. On est encore 4-5 et chaque week-end, c'est une nouvelle équation, c'est une nouvelle...
de trouver les bons réglages. Oui, la voiture évolue constamment, mais on fait la même chose chez McLaren. Sauf que McLaren, on semble vraiment avoir mis le doigt sur le bobo. On semble vraiment avoir compris notre voiture. On sait où est-ce qu'on s'en va. On sait vraiment exactement notre destination qu'on veut atteindre, c'est rejoindre Red Bull. On a corrigé des problèmes de traîner pour le week-end et on a réussi ces missions accomplies parce qu'on est à l'avant et on est très, très, très rapide, autant en vitesse de pointe, ce qui était un problème. Même à Monza, on disait que c'était un problème. Mais à Suzuka, on a réussi déjà à corriger la situation. Donc, chapeau à McLaren qui est une écurie cliente de Mercedes. Donc, on achète nos composantes chez Mercedes, mais on réussit week-end après week-end à surpasser l'écurie qui nous fournit en pièces. Donc, c'est un bel accomplissement. Donc, du côté de Mercedes, oui, va falloir trouver des solutions. Est-ce qu'on est prête? Là, on s'est rendu qu'on nous mentionne du côté de Toto Wolff que ça serait 2025. Là, on commencerait déjà à lancer la serviette sur 2024. Donc, on va prendre ça avec un grain de sel. On nous a déjà habitués à jouer des rôles dramatiques. Donc, on est des bons acteurs chez Mercedes. Est-ce qu'on veut juste détourner l'attention? Puis dans le fond, on a trouvé une solution en usine, puis on est prêt, puis on pense qu'on va redevenir pour le championnat. Mais là, on a dit qu'on visait plus un championnat pour 2025. Donc, on lance des... Selon les dires, la serviette serait déjà lancée pour 2024, mais permettez-moi d'en douter un peu, je vais voir quand ça sera arrivé. Sauf qu'avec les performances en piste, on pense que ça pourrait être réaliste de penser que 2024 ne serait pas une saison pour Mercedes pour revenir où ce qu'on était. Parce que là, présentement, on n'a pas l'air de s'en aller dans cette direction-là, mais pas du tout. Ensuite, Tsunoda, 9e, très belle performance par lui chez eux devant ses partisans. 10e, Alonso. 11e, Lawson qui continue. C'est vraiment la position qui se tient. Je vous disais la semaine dernière aussi que j'aimerais ça le voir versus Tsunoda pour vraiment vérifier est-ce qu'il apporte la voiture est-ce qu'il tire le meilleur de sa voiture ou est-ce que c'est à peu près il l'apporte ou ce que c'est aussi très bon. S'il réussit à juste se tenir où ce que la voiture devrait être, c'est déjà un accomplissement en soi. Eh bien, c'est ce qu'il a fait pendant le week-end. On voit Tsunoda plein d'énergie devant ses partisans, 9e. Lawson, recrue, commence en Formule 1 et a été à quelques grands prix à peine et 11e. Très, très bonne performance, on ne peut pas demander mieux. Gasly, 12e, assez surprenant pour les Alpines. Je les pensais peut-être qu'ils seraient plus loin. On sait qu'ils ont des problèmes avec le moteur Renault. Là, on dit 30 HP de moins, donc d'être 12e à Suzuka sur un circuit comme ça avec autant de vitesse, c'est assez surprenant de les voir là. Albon, 13e. Ensuite, Ocon, 14e dans l'autre Alpine. Magnussen, 15e dans la Haas. Bottas, 16e dans sa Alfa Romeo. Stroll, 17e. C'est encore difficile pour Stroll. C'est ça. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Il n'est pas si loin que ça en temps de Alonso, sauf que c'est quand même encore une 17e position. C'est pas ça qu'on veut voir à côté de son nom. 18e, Hülkenberg. 19e, Joe dans l'autre Alfa Romeo. Et dernier, Logan Sargent. Si se complète les séances de qualification du samedi maintenant, passons au dimanche de course. Jour de course en plein début de la nuit, heure du Québec, les voitures s'élançaient sur le circuit de Suzuka et on attendait avec impatience de voir si le jeune Oscar Piastri était en mesure de coiffer Max Verstappen lors du premier virage et venir mettre un peu de pression sur le Néerlandais. On sait que Piastri était à la conquête de son premier podium en carrière lors d'une course en Formule 1, mais c'est plutôt Lando Norris qui a eu le meilleur temps de réaction au départ, lui qui a bien failli venir dépasser Max Verstappen, mais il a été bon dans sa réaction. Il a tout de suite vu que Verstappen était avantagé, il était du côté droit, il s'est ravisé, il s'est dit sinon je vais me faire coincer vers le fond, je vais peut-être perdre plus de position, donc il s'est tout de suite rabattu derrière la voiture de Verstappen et s'est contenté de sécuriser cette deuxième position-là, parce qu'il aurait pu perdre non seulement aux dépens de Piastri, mais perdre peut-être en arrière les autres voitures, les Leclerc et compagnie qui s'en venaient. Donc, qui a remporté le Grand Prix est venu du même coup gagner un 6e titre des constructeurs pour l'écurie Red Bull. Eh bien, c'est Max Verstappen qui a gagné, on peut dire, un championnat solo des constructeurs, entre parenthèses. Je sais que ça prend toute une équipe pour être en mesure de gagner un championnat comme ça. Mais l'expression solo, c'est que ça s'est déjà fait dans l'histoire, c'est que tu es capable de le gagner par les points. Donc, tu n'as pas besoin des points de ton coéquipier, tu sécurises le championnat. Ça a déjà été fait. C'est le 10e à le faire dans les 43 dernières années. Il y a eu Damon Hill déjà fait en justement la première année que Jacques Villeneuve en Formule 1, donc Damon Hill en 96 l'avait fait. Il y a eu les Niki Lauda, il y a eu Michael Schumacher l'a fait à 3 reprises. Lewis Hamilton l'a déjà fait aussi. Sébastien Vettel l'a fait à une reprise. Ensuite, il y a eu les Nigel Mansell, il y a eu Alain Prost, il y a eu Ayrton Senna l'a déjà fait, Alan Jones. Donc plusieurs pilotes, là, des grands noms qui ont réussi à faire ça, mais ils ne l'ont jamais fait avec
la même écart de points que Verstappen l'a accompli. Présentement, Verstappen, une voiture seule versus les deux Mercedes, lui, il a 95 points d'avance au classement. Donc, il est tout seul versus deux voitures, il a une avance de pratiquement 100 points. Donc, c'est la plus grande écart. On peut appeler ça, à ce moment-là, un championnat des constructeurs en solo. Derrière lui, ça a été Norris et Piastri qui sont arrivés derrière la Red Bull de Verstappen. Là, ça me donne l'occasion d'ouvrir une petite parenthèse. Il y en a qui n'aiment pas ça, la domination de Verstappen, la domination Red Bull. Il y en a certains que, on peut dire une certaine majorité, ce n'est pas tous les partisans Mercedes, mais il y en a beaucoup des partisans qui sont des partisans Mercedes qui n'aiment pas nécessairement cette domination-là. Le premier, c'est Lewis Hamilton, lui, qui passe son temps à dire des commentaires. Il y a Toto Wolff, il y a George Russell. Donc, ça se place à plusieurs petites... on se pique, disons, dans la rivalité de dire « Ah, ben là, non. On n'aime pas ça, on n'aime pas ça. » Sauf qu'il y a une chose qui vous revient, qu'il faut dire aux fans de Mercedes et à l'écurie Mercedes. J'avais la chance de parler avec Toto Wolff. Je lui dirais, vous devriez être fiers de ce que Red Bull accomplit parce que vous avez une partie de la responsabilité de ce succès-là. Vous avez créé le monstre qui est présentement en Formule 1. Et je ne parle pas du monstre Verstappen parce que ça en est pour une grande partie du championnat de Red Bull. Mais le monstre, là, ce qui englobe là, Verstappen. Justement, on parle du championnat des constructeurs. Là. Pourquoi on est capable d'aller gagner un championnat des constructeurs? C'est à cause de ce que la barre haute que Mercedes a positionnée au cours des 8 saisons qu'on a remporté les championnats. On a vraiment mis les standards. Et puis là, Red Bull, on a pris des notes. Avec le leadership de Christian Horner, on a écrit qu'est-ce que ça prenait pour battre Mercedes, puis on a fixé ces standards-là. On a travaillé tous les points de l'écurie pour être dominant. Parce qu'on savait que pour battre une écurie qui remporte 8 titres consécutifs, il fallait atteindre la perfection. Eh bien, c'est pratiquement ce qu'on a présentement dans l'écurie autrichienne. C'est la perfection. On est bon sur tous les points. On a une voiture qui est bonne du côté conception. On a une voiture qui est bonne en ligne droite, en virage rapide, en virage lent, en exception de si on est à Singapour. Ensuite, on a un pilote générationnel en Max Verstappen. On a un des meilleurs concepteurs de tous les temps. Si ce n'est pas le meilleur, le génie, Adrian Newey. Donc, on a tout mis ça ensemble. On a le volet stratégie, ça a toujours été un côté fort. Les arrêts au puits, on est les meilleurs dans les arrêts au puits. Donc, on a vraiment tous les aspects pour gagner. Pourquoi je vous parle de ça? Oui, le mérite revient à Mercedes. C'est eux qui ont placé la barre. Il faut respecter toutes les dominations qu'on a eues en Formule 1. Ça a toujours laissé la place à la prochaine écurie qui va le battre. C'est comme ça que ça fonctionne dans le sport. On repousse les limites. C'est comme ça que ça fonctionne comme je vous dis, dans tous les sports. Wayne Gretzky a révolutionné à sa façon le hockey, mais c'est les autres avant lui qui avaient révolutionné, qui ont créé Wayne Gretzky. La même chose pour Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre est arrivé dans les arts martiaux mixtes. Il a été tellement dominant, il a emmené une lutte. Là, je ne veux pas vous lancer dans une chronique d'arts martiaux mixtes, mais je veux dire, il a repoussé les limites de son sport, il a mis la table pour que les prochains qui le suivent soient encore meilleurs parce qu'ils ont vu c'est quoi que ça prenait pour être champion. Donc, il repoussait les limites de son sport. C'est ce que Mercedes, Ferrari l'avait fait avant eux, Red Bull l'a fait. C'est ce que Red Bull est en train de faire, de repousser encore la limite. Là, où je vais en venir avec ça, tu sais, il est parti d'une bulle, lui, de quoi qu'il nous parle là, c'est que je vais en venir à McLaren. McLaren, là, on a le retour de l'année en Formule 1, si c'est pas le retour de la décennie, et pratiquement probablement le retour de tous les temps en Formule 1, parce que d'être aussi mauvais comme on l'était, puis oui, on était mauvais en début de saison, il faut le dire, la MCL 60, c'était pas une bonne voiture, c'est une voiture qui est construite sur un vieux tunnel de soufflerie qui appartenait à Toyota, donc on peut pratiquement pas reproduire les données de piste, donc les circonstances en piste, on n'est pas capable de reconstruire ça, de reproduire ça dans les tunnels, donc on fait pratiquement le développement d'une voiture en piste, donc c'est vraiment un handicap du côté de McLaren. Heureusement, on va remédier à la situation dans les prochaines années. On aura un nouveau tunnel en soufflerie. Donc, ça va être une bonne nouvelle pour l'écurie et ça va être surtout épatant de voir ce qu'on va réussir à accomplir lorsqu'on aura ces outils-là. Mais présentement, là, on met vraiment tous les morceaux ensemble pour devenir une écurie dominante. On veut être une écurie qui retourne à ses notes de noblesse qu'on a déjà eues. On a sécurisé le meilleur duo de pilotes en Formule 1 présentement. Et oui, je n'ai rien enlevé à Mercedes. Je pense que Mercedes a pratiquement aussi un aussi bon duo, très très près de McLaren, sauf que du côté de l'écurie Orange Papaye, on a la jeunesse de notre bord, on a le talent, on a du potentiel à revendre. On n'a pas, Hamilton a les championnats du monde, mais il s'est fait aussi vieillissant. Mais du côté de McLaren, on a vraiment l'avenir est de notre côté, donc c'est très très important pour moi. C'est pourquoi que je dis qu'on a le meilleur duo de pilotes. On n'a peut-être pas le meilleur duo présentement, mais de loin, ce sera le meilleur duo aux prochaines années. Si vous me donnez le choix de choisir là avec qui je veux bâtir une équipe, j'aime mieux la bâtir aux alentours de Lando Norris et Oscar Piastri que de la bâtir avec un gars comme Hamilton
et George Russell sans rien enlever à leur talent ou à leurs aptitudes de pilotage. Mais ce que j'en viens avec tout ça, avec ce grand détour-là, c'est que lors de la course, point de vue stratégie, on n'y est pas encore chez McLaren. Et si on veut gagner, c'est important dans les prochaines saisons, ou même dans les prochaines semaines, pour les prochains mois, qu'on travaille là-dessus. C'est un outil ça va nous prendre. Là, pendant la course, on sait qu'on court après Max Verstappen. Talent générationnel dans une des meilleures de voitures, si c'est pas la meilleure voiture de tous les temps. Puis on décide de perdre 2 tours à décider si Norris va passer Piastri. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû voir à l'avance. Faut le savoir à l'avance. On a tous les dispositifs à notre place pour être capable de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, quand est-ce que Norris va rejoindre Piastri, et être capable de dire à Piastri, c'est un gars qui a gagné en Formule Renault, en Formule 3 et en Formule 2. 3 de ses dernières saisons ont été des championnats. Là, il est rendu en Formule 1. Il ne pourra pas répéter l'exploit parce que la barre est haute, puis il y a plein d'autres données. C'est pas évident de gagner un championnat sa première année en Formule 1. Mais pour Oscar Piastri, lui dire, là, on aurait été capable de donner une chance puis de l'appeler sur sa radio 2 tours avant que Norris s'en vienne. Si on anticipe, si on voit quelques coups à l'avant, je vous rappelle, on se bat contre Red Bull, on veut gagner, on veut être capable d'aller chercher une première victoire. Là, vous allez me dire, mais peut-être que Martin, je pense pas qu'il aurait été capable de le rejoindre. C'est pas grave, on est en rodage, on veut aspirer à gagner. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut travailler, qu'il faut améliorer. Tu peux pas laisser 2 tours à Verstappen qui peut se sauver à l'avant pendant que vous êtes en train de vous battre entre vous autres puis de décider ce qu'on va faire. Faut que tu le saches d'avance. Tous ces petits temps-là, ces dixièmes de seconde-là, ces centièmes de seconde-là sont importants quand tu te bats avec des voitures, avec des suprématies, comme des écuries comme Red Bull, comme quand Red Bull se battait avec Mercedes en 2021. Tu peux rien leur laisser, il faut que tout soit pensé. Si tu veux, il faut toujours que tu sois quelques coups à l'avance, parce que si tu leur laisses le temps, ils vont s'ajuster, ils vont le voir, puis ils vont te battre. Donc à ce moment-là, ça a été l'erreur de McLaren pendant le week-end. Je pense pas que ça leur a coûté rien, comme je vous dis, mais la petite chose à travailler, c'est d'être capable d'anticiper les stratégies. On aurait dû dire à Piastri, écoute, Norris s'en vient, il y a les aptitudes, ça y aurait pas mis de pression, il aurait sûrement dit, on est capable là, tu dis à Oscar Piastri, faut que tu roules, c'est ça le temps qu'il faut que tu prennes. Si tu roules pas en ce temps-là, je vais être obligé de demander à Norris de te passer d'ici 2 tours. C'est certain qu'Oscar Piastri aurait fait les ajustements, puis on serait sûrement retrouvé dans une meilleure situation que ça, mais on l'a pas fait, et ça nous a rien coûté, mais pour le futur, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Parlant de stratégies qui peuvent coûter, eh bien, c'est Ferrari. Ferrari, ils n'en ont plus d'erreurs de stratégie. Présentement, ça va quand même assez bien. Mais eux autres, ça leur a coûté un championnat ou possiblement d'être en compétition plus féroce pour un championnat en 2022 à cause que, justement, on l'a échappé. On a rendu ça encore plus facile pour Red Bull. Donc, eux autres sont bien placés pour dire, c'est bien beau qu'on a une voiture rapide, mais ça prend des bonnes stratégies. Leclerc a terminé 4e, un autre bon week-end pour Ferrari, même si on se retrouve derrière les McLaren, puis on était devant la semaine dernière. Parlant encore de stratégie, Hamilton, Russell. Je reviens à dire encore qu'à Singapour, on l'a échappé. On avait la possibilité de remporter la première course de la saison qui n'est pas gagnée par une Red Bull. Autant du côté psychologique que pour la côté rivalité, ça aurait fait du bien de dire on est la 2e écurie au championnat, mais on finira pas la saison sans avoir gagné une course. On va être 2e au championnat, puis on va être la seule écurie à avoir battu Red Bull. On l'a laissé filer, on a échappé ça parce que quoi? On a décidé de se battre entre nous. On a décidé de ne pas travailler en équipe. Si on avait décidé de dire on va travailler ensemble puis on va aller chercher les 2 voitures, je suis persuadé qu'on aurait accompli notre mission parce que la McLaren puis la Ferrari de Sainz ont mieux travaillé qu'eux autres à Singapour, puis eux s'en ont tiré. Puis les deux Mercedes ont décidé de travailler l'une contre l'autre, puis ça a coûté au résultat global de l'équipe. Hamilton n'a rien perdu. Hamilton a fini 3e, il a eu son podium, il a eu sa douche de champagne, il était super content à la fin. Il n'a pas perdu 1 minute de sommeil à cause de ça. Sauf que, point de vue global dans l'écurie Mercedes, on aurait pu vraiment avoir un meilleur week-end que ça et aller chercher les gros résultats. On voulait cette victoire-là, puis on l'a laissé tomber parce qu'on n'a pas travaillé en équipe. On a remis ça, puis on a fait la même chose pendant le week-end au Japon. On a travaillé un contre l'autre. Russell était sur une stratégie différente d'Hamilton. Il allait pour un arrêt. Hamilton, il allait pour 2 arrêts. Puis Hamilton a décidé de se battre avec, de compétitionner Russell tout le Grand Prix. Pourquoi tu as fait ça? Tant mieux, ça a été super bon pour le spectacle. Moi, j'ai rien contre ça. Vous allez dire, il y en a bien qui n'aiment pas ça, les stratégies d'équipe. On n'aime pas ça voir les autres laisser passer. Il y en a bien qui me diraient, Martin, arrête de parler de ça. Nous autres, on veut les voir se battre. Je suis parfaitement d'accord en tant que partisan. Moi aussi, j'aime ça. Tu t'installes avec un popcorn, tu vois des bonnes bagarres en piste. Mais côté, quand tu penses comme une équipe, puis tu te dis, tu veux maximiser ton résultat, pourquoi tu laisses 2 de tes pilotes se battre en piste quand tu sais clairement
Et les pilotes sont en connaissance de cause. Hamilton le savait, ils ne sont pas sur la même stratégie. Laisse passer Russell. Tu vas être capable de le rejoindre de toute façon. Vous n'êtes pas sur la même stratégie. Mais en tout cas, Hamilton il a décidé de se battre avec, de le tasser, il l'a poussé hors piste. Ça aurait même pu dû lui coûter une pénalité, mais on a laissé passer sûrement parce qu'il vient de la même écurie. Mais rappelez-vous, Brésil 2021, quand Verstappen avait sorti Hamilton, il était sorti des lignes de piste pour le pousser, mais Hamilton a fait la même chose. Là. Il y en a beaucoup qui avaient été... il s'était survolté, là, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, on n'était pas content quand que c'est arrivé, tout ça, puis là, c'est un peu la même chose qui est arrivé lors du week-end. Hamilton a carrément poussé Russell hors piste. Plus tard, c'était le temps de Russell se faisait rejoindre, puis Hamilton aussi par la Ferrari de Sainz. Là, Russell, il voulait remettre la monnaie de sa pièce à Sainz, de dire, écoute, moi, je vais tirer Hamilton, laissez-moi là, puis je vais lui laisser le DRS, puis on va se battre ensemble. Du côté de Mercedes, Hamilton ne voulait pas faire ça. Il dit, non, dites-lui qu'il se tasse, laissez-moi passer. Puis Mercedes, on a pris la décision de dire, non, George, laisse passer Hamilton. Là, George, il se défendait sa cause. Non, je vais le tirer avec le DRS. L'autre, non. George, c'est un ordre. C'est ce qu'on lui a dit. Et là, il n'a pas eu le choix de le laisser passer. Il n'était pas du tout content. Mais là, on s'attendait qu'Hamilton reste là pour l'aider, George. Mais non, lui, il s'est sauvé. Il a décidé de dire, moi, je sauve ma peau. Puis il y a carrément l'expression, comme Alonso a utilisé, vous m'avez donné à manger au loup. Mais c'est en plein ça qu'il a fait. Il a décidé de dire, moi, pendant que Sainz mange mon coéquipier puis il est occupé avec lui, moi, je vais en profiter pour me sauver. Donc, il a sacrifié George Russell pour sécuriser son résultat. Est-ce que c'était une bonne décision? Lui, il s'est défendu après la course. Non, sinon, on serait fait avoir les deux. Il fallait que je sauve ma peau. C'est la seule façon, c'est la seule solution. Encore là, si on avait travaillé ensemble, est-ce qu'on aurait pu sécuriser ces positions-là? On se bat contre les Ferrari au championnat. Donc, c'est encore là, ça laisse sa discussion, mais tout le Grand Prix, ça a été un peu ça. Toto Wolff n'était pas là. Est-ce que ça aurait eu des résultats différents? Est-ce qu'on aurait appris un peu de ce qui s'est passé à Singapour où on aurait procédé aux ajustements lors de la course? On ne le saura jamais parce qu'il était pas là, il se fait opérer au genou, il avait une chirurgie. Mais en tout cas, c'était pas... il va falloir qu'on travaille ça dans les prochains Grands Prix parce qu'on s'en va un peu nulle part chez Mercedes. Là. On nous parle que c'est peut-être oublie 2024, c'est 2025. Côté progression, on est derrière McLaren, on est derrière Ferrari. Alors, on n'est pas encore l'écurie, on n'a pas vraiment de progression. On est encore l'écurie qui se tient en 4-5e position. Puis en plus, on se bat entre nous en piste. Là, le torchon, il brûle un peu. Là. On a appris, George Russell, il a appris beaucoup dans les dernières semaines. Il a appris qu'avoir la voiture la plus rapide, c'est pas nécessairement gage de succès, que c'est facile que tu vas gagner. Ça, il a appris ça. Il le savait pas en début de saison avec ses déclarations, mais là, il le sait. Là, il sait mieux que tout le monde. En tout cas, j'ose le croire. Puis là, il a appris aussi que Lewis Hamilton n'est pas son ami, puis que l'écurie Mercedes, c'est encore l'écurie de Lewis Hamilton. Donc, il a tout appris ces choses-là. S'il le savait pas, là, il sait tout ça lors des dernières semaines. Donc, il va falloir, ça va être à voir, là, à suivre dans les prochains week-ends de course, qu'est-ce qui va se passer entre les deux. Parlant de stratégie aussi, il y a Fernando Alonso qui a utilisé l'expression de dire « Vous m'avez donné à manger au loup », parce que justement, lui, on l'a relancé en piste à un moment donné derrière Hamilton, et puis devant Ocon, derrière Ocon aussi, je veux dire, il n'était pas capable de le rejoindre avec ses vieux pneus, en tout cas, il n'était pas trop content. Ça aussi, chez Aston Martin, si on veut gagner dans les prochaines saisons, il faut travailler le côté stratégie, surtout du côté de Lance Stroll, ça va pas bien. Je sais que c'est pas juste la stratégie qui est en cause, mais souvent on prend des mauvaises décisions. Du côté d'Alonso, il y a une certaine notoriété puis il y a plus d'expérience. Donc il est capable souvent de dire à son gars, son ingénieur ou au directeur des stratégies, non, on fait pas ça, on fait ça. Donc c'est sûr que lui, il y a plus ce côté-là pour diriger, donc il réussit à s'en sortir, mais il a été pénalisé lors du week-end. Il a fait confiance, puis on l'a remis en piste, c'était pas bon, il a fallu qu'il corrige ça. Donc 8e, on s'attendait pas à des bons résultats pour Aston Martin, mais 8e, c'est quand même, dans les circonstances, c'est quand même bon. Parlant de mauvaise stratégie puis de chicane, Ocon puis Gasly, là, ça a brassé. Là. Gasly a été devant toute la fin de semaine. Ocon était derrière, puis on a décidé en fin d'épreuve de dire « faut que tu laisses passer Ocon ». Pourquoi on a décidé ça? C'est que quand Gasly est sorti des pluies, il y avait des pneus plus rapides, il s'en allait dépasser Ocon, puis on a justement fait ce que je parlais. On a anticipé, puis on a décidé de pas perdre de temps, puis on a dit à Ocon « tasse-toi, laisse passer Gasly », puis Gasly va aller chercher Alonso. Ocon a dit « ouais, mais quand on laisse passer une voiture normalement, puis s'il réussit pas son dépassement, il faut qu'il m'ordonne ma position ». Donc, il n'a pas réussi à dépasser Alonso. Gasly a échoué. Là, on a dit du côté Alpine, là, il faut que tu redonnes ta position à Ocon. Mais Gasly n'était pas d'accord parce qu'il dit, vous m'avez pas laissé la chance de le dépasser. Je l'aurais dépassé de toute façon. J'étais sur une meilleure stratégie puis j'étais plus rapide. Là, il m'a donné la position, mais il me l'a donné, mais je l'aurais pris de toute façon. Donc, pourquoi faut que je lui redonne? Vous auriez aussi bien dû me laisser compétitionner. Vous voyez, ça, c'est un autre point. Quand on commence à contrôler les stratégies, on va être capable de tout comprendre ça. Oui, c'était correct de laisser passer Gasly,
parce que c'est Gasly qui était le plus rapide, mais de redonner la position, c'est un peu étrange, parce qu'on sait très bien, on a toutes les données pour savoir que Gasly aurait passé Ocon de toute façon. Donc là, Gasly n'était pas content, il a donné des coups son halo en fin de course, disons, ça a dû brasser dans les corridors de l'écurie française. C'était assez douteux, ça. Ça, comme je vous dis, là, c'est correct des stratégies, mais il y en a des fois qu'on pousse ça un peu trop loin, puis c'était dur à comprendre. Mais là, ce côté-là, on a fait pire. On a juste inversé nos voitures sur la grille, c'est le même résultat, 10-9, où on aurait eu 9-10. On a juste inversé les pilotes, puis on a créé une chicane à l'interne, donc ouais, c'est pas mission accomplie. Après ça, Lawson continue sur ses bons résultats, 11e. C'est là que la voiture devrait être. On pense que l'AlphaTauri arrive à la porte des points. Bonne amélioration aussi avec tous les mises à jour qu'on a apportées. Donc, il finit 11e pour le pilote, très beau. 12e, Tsunoda, il finit devant son coéquipier. Lawson finit devant Tsunoda, donc une autre bonne nouvelle. Joe, 13e. Hülkenberg, 14e chez la Haas. Magnussen, week-end difficile, mais pas par sa faute. On en vient là. Ensuite, Albon, qui n'a pas terminé. Sargent n'a pas terminé. Stroll n'a pas terminé, encore un week-end à oublier. Puis Sergio Perez, ben lui, là, le pire week-end là, par sa faute. Là, pendant qu'on voulait sécuriser le championnat des constructeurs, ben, en tout cas, il est pas. Déjà que Verstappen n'a pas eu besoin de lui cette année, puis là, Perez n'a vraiment pas aidé sa situation. Lui qui est sur un siège éjectable présentement chez Red Bull, on sait qu'il est sur la sellette, on lui demande de faire des bonnes performances. On lui a sûrement suggéré, pas devant les médias, mais sûrement suggéré de sécuriser la deuxième place au championnat pour garder son siège, mais là, il a vraiment pas fait ça. Il a fait probablement la pire tentative de dépassement dans l'histoire de la Formule 1. C'est quelque chose, on pourrait reprendre cette vidéo-là puis la montrer à tout le monde qui commence en course automobile pour dire que ça, ce n'est pas un dépassement et ce n'est pas une tentative de dépassement. Ça, c'est non. On fait pas ça parce que c'est pas bon. Quand même que Perez a la meilleure voiture, je sais pas à quoi qu'il pensait. Oui, la Red Bull est vite, mais la Red Bull est pas assez vite. Elle ne passera pas à travers un auto, là. Fait que lui, il s'est lancé dans le virage. Il était même pas proche. Fait que, comme qu'il avait fait c'est pire que ce qu'il avait fait à Albon à Singapour. Puis ce qu'il avait fait à Singapour, c'était plus que limite, là. Donc, c'était vraiment pas bon comme tentative de dépassement. C'était beaucoup trop loin. Puis là, il a fait encore pire aux dépens de Magnussen. Ça a gâché la course à Magnussen. Là, qu'est-ce qu'on a fait du côté de Red Bull? On l'a retourné en piste. Pourquoi on a fait ça? Eh bien, c'est que le règlement 53 points que, en tout cas, c'est pas trop important. Mais il y a un règlement, l'article qui dit que on peut transférer les pénalités d'une course à l'autre. Ça arrive très rarement, mais on n'a pas pris de chance. On se bat pour la deuxième place au championnat. Ça vient de plus en plus serré. Perez a le don, un peu comme l'année dernière, malgré toutes les erreurs que Ferrari a faites avec Charles Leclerc. C'est quand Perez n'a jamais été capable de sécuriser ce championnat-là. La deuxième place au championnat, c'est Leclerc qui l'avait eu. Mais là, il se remet un peu dans la même situation. Il est en train de se replacer que ça va être dur de gagner la deuxième place s'il continue comme ça. Puis là, du côté de Red Bull, on voulait pas prendre la chance qu'on transfère une pénalité, donc on a décidé de le renvoyer en piste. Une petite situation un peu inusitée. Moi, je pensais aussi qu'on voulait aussi le côté symbolique d'avoir les deux Red Bull qui roulent côte à côte quand on sécurise un championnat des constructeurs. On sait que ça donne toujours place à des belles photos. C'est vraiment le côté symbolique qu'on fait lorsqu'une équipe gagne le championnat des constructeurs. Donc, je m'attendais que c'était aussi pour ça qu'on prenait la décision, mais un week-end à oublier en l'ensemble pour Perez. Championnat des constructeurs, ben, il n'a vraiment pas. On lui donne pareil de façon symbolique, là, mais il a vraiment pas, il n'aurait pas choisi le week-end pour essayer de s'inscrire dans l'équipe et de montrer, regardez, moi aussi j'ai ma part à jouer, puis je travaille fort. Là. Il a vraiment montré qu'écoute, Max s'est battu toute la saison tout seul contre des voitures rouges, contre des voitures oranges, contre des voitures vertes, mais il l'a encore fait lors du week-end, puis il a gagné le championnat des constructeurs. On peut dire à lui tout seul, les points le démontrent et les performances de Perez aussi. C'est ce qui complète le dimanche de course. Maintenant, passons aux questions des membres F1 Podcast que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger et notre adresse courriel F1podcast en un mot à commercial gmail.com. La première question nous vient de Steven qui nous demande: pouvez-vous m'expliquer pourquoi Max Verstappen n'est pas déjà champion du monde? Je vois qu'il a une avance de 177 points au championnat et qu'il reste une possibilité de 172 points à gagner avec les 6 courses et les 2 sprints. Eh bien, mon cher Steven, vous avez pratiquement le calcul parfait, sauf qu'il faut tenir en considération qu'il reste 3 courses sprint à venir dans la saison, dont une au Qatar, une à Austin au Texas et une au Brésil. Et la possibilité des points qui demeurent, il reste toujours 180 points à gagner, mais après le Qatar, il va en rester 172. Si tout se passe bien pour Max Verstappen, qui réussit à aller chercher les points, mais tout devrait se jouer samedi. C'est samedi que vraiment on va réussir à aller couronner le champion du monde. Ça devrait être là qu'il va venir sécuriser le championnat, même si on sait que c'est un moment qui est inévitable depuis plusieurs courses dans la saison. On savait que Max Verstappen se dirigeait vers un 3e titre. Eh bien, le moment fatidique devrait se jouer le samedi au Qatar lors de la course sprint. Donc, à ne pas manquer.
Deuxième question nous vient de Michael de Châteauguay qui nous demande par Messenger: que pensez-vous de la rumeur qui envoie Yuki Tsunoda chez Aston Martin en 2026? Eh bien, je pense que 2026, c'est encore très loin. Il reste beaucoup de données qu'on n'a pas. Il y a beaucoup de morceaux de casse-tête qui restent à mettre en place. Alors, si jamais Yuki Tsunoda pourrait avoir sa place dans l'écurie de Lawrence Stroll, mais une chose est certaine, comme j'ai déjà mentionné à l'émission, selon moi, la chose qui a apporté, la raison principale que Yuki Tsunoda est en Formule 1, ça a été le partenariat entre Honda et la famille Red Bull. Donc, là, on sait, Lawrence Stroll en a fait l'annonce il y a quelques mois, le partenariat va basculer du côté de Aston Martin. Ce sera donc un partenariat Honda-Aston Martin à compter de 2026. Donc, ça ouvre la porte à ce que Honda fasse la même chose qu'on avait fait avec Red Bull, de dire on aimerait l'emblème de la marque, pour la représentation, pour le marketing, on aimerait avoir un pilote japonais dans une des deux voitures. Et là, j'ai bien dit, ça c'est clé ici dans l'équation. Une des deux voitures. C'est pas la même situation que chez Red Bull. Chez Red Bull, on en avait 4. Donc, on avait une place pour assurer Yuki Tsunoda. Là, si on demande d'avoir une des deux voitures d'assurer un pilote japonais, bien là, ça change bien les choses chez Aston Martin. Premièrement, ça change. Est-ce qu'on a encore Fernando Alonso en 2026? Est-ce que moi, je peux dire que Fernando Alonso va être trop vieux en 2026 pour piloter en Formule 1? Non, je peux pas vous dire ça, parce qu'il est rendu à 42 ans, puis il fait encore partie des meilleurs au monde. Vous allez me dire, ouais, mais là, 2026, il va commencer, il va avoir pris de l'âge, il en reste moins qu'il en restait. Je suis d'accord avec vous. Mais qui peut vraiment dire c'est quoi les limites de Fernando Alonso présentement? Il y en a certains qui pensaient qu'il était fini en 2016. On est rendu en 2023, puis il est un des meilleurs pilotes de la grille. Donc, mais quand même qu'il ralentit un peu d'ici 2026, il va être encore un très bon pilote. Puis je veux pas être méchant, mais il risque peut-être encore d'être un meilleur pilote que Yuki Tsunoda. Donc la porte pour Tsunoda, ça serait de peut-être avoir un poste de pilote numéro 2. Parce que même si Alonso est pas là, on va vouloir un pilote numéro 1. On va tout construire, on a élaboré un plan du côté du père Stroll. On veut gagner d'ici 5 ans. On veut être une des écuries qui roule à l'avant, qui gagne des championnats. Donc, on va vouloir un pilote numéro 1. Si c'est plus Alonso, on va en vouloir un autre. On va vouloir assurer un pilote là. Est-ce que ça va être un Lando Norris qui va avoir été disponible quelques années, qui va être disponible à la fin 2024, si je me rappelle bien? Ça pourrait être Lando Norris, pilote britannique. Aston Martin, c'est une marque britannique. Donc, il y a tous ces liens-là qui pourraient se faire. Puis là, si on choisit un pilote numéro 1, que ce soit Alonso, que ce soit un gars comme nous, peu importe qui va être disponible, puis à ce moment-là, c'est le deuxième siège qui va être important pour Tsunoda. Est-ce que Lance Stroll va être encore là? Parce que ce n'est pas une primeur que je vais vous donner, mais l'avenir d'Aston Martin ne passera pas à travers Lance Stroll. Ça va prendre un pilote numéro 1 pour aller chercher des championnats, puis ça va même probablement en prendre un meilleur numéro 2 pour qu'on soit capable de gagner. Donc à ce moment-là, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais il va toujours avoir cette équation-là. Il va toujours avoir des rumeurs alentour de Tsunoda pour Aston Martin à cause de la familiarité entre Honda et lui. Tout comme il y a toujours des rumeurs pour Audi en 2026 avec un gars comme Mick Schumacher, une écurie allemande, un manufacturier allemand, un pilote allemand. Même chose pour Nico Hülkenberg qui est allé de l'avant. Il a dit que son agent travaille pratiquement 24 heures sur 24. La seule mission qu'il a dit à son agent, c'est de lui trouver un volant en 2026 chez Audi. C'est son rêve. Lui, il veut piloter chez Audi. C'est un pilote allemand. Donc, il y a toujours on va toujours essayer de faire ces liens-là avec des pilotes, avec la nationalité de l'écurie. Ça va toujours être normal. Ça va toujours être Yuki Tsunoda. On risque d'entendre encore beaucoup de rumeurs à son effet qu'il pourrait être un pilote Aston Martin. Puis, c'est avec raison. Puis, c'est le temps qui va nous le dire de voir si les morceaux de casse-tête vont se mettre en place pour qu'il y ait un volant de disponible pour placer un pilote comme lui. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 25 septembre. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous sera lundi prochain avec une capsule dans le casque. D'ici là, faites sûr de nous suivre sur les réseaux sociaux en cliquant « J'aime » sur nos publications, en suivant notre page et en suivant notre balado sur Spotify. Merci et bonne semaine!